Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Je suis très honoré d'avoir été invité pour ce 10e anniversaire de l'Université populaire et très honoré d'être dans ce lieu immensément symbolique qu'est le TNP, Théâtre National Populaire. Et il y a un clin d'œil, comme ces hasards du destin, qui fait que le fait que je sois ici, et même si Christian Schiaretti ne peut pas être présent, il y a une relation, une résonance de Mediapart au TNP. Elle a un nom. Ce nom, vous avez employé ce mot tout à l'heure, je raconte, c'est celui de notre plus grand raconteur vivant. Il va sur ses 88 ans. Il est probablement notre plus grand auteur de théâtre contemporain. Il a souvent été monté ici. J'ai nommé Michel Vinaver, qui est notre récitant, notre historien, qui, de toutes ces pièces, des Coréens à celles que je vais évoquer, mais en passant par l'émission de télévision, l'ordinaire, par-dessus bord, et j'en passe, les huissiers, Iphigénie Hôtel, n'a loupé aucun des nœuds de notre histoire. Il n'a loupé aucun de ces moments dont la tragédie doit nous libérer, car il y a un lien entre la tragédie et la démocratie. Je cite dans Dire non Vinaver et son théâtre, et son propos, justement, qui est que si nous ne sommes pas capables de représenter, de regarder en face nos tragédies, de nous les raconter, de nous les dire, eh bien, dans ce cas-là, nous n'arriverons pas à inventer un avenir démocratique commun. La tragédie, son théâtre, et l'invention démocratique vont de pair. Le récit de nos tragédies et l'invention de notre futur. Le récit pour s'en libérer, pas pour être négrosé, pas pour piétiner, pour au contraire aller de l'avant. Alors quel est le clin d'œil? C'est que Mediapart s'est fait grandement connaître par une affaire qui est un nom de famille, l'affaire Bettencourt. Eh bien, Michel Vinaver s'est emparé de ce matériau. Il pensait que son œuvre était close, était terminée. Il y avait 8 volumes à l'Arche et à Actes Sud. Et puis, finalement, il a fait une ultime pièce qui est parue cet automne. Je vous incite à la lire. Bettencourt Boulevard, sous-titré « Une histoire de France ». Et vous aurez, vous, le public lyonnais, la primeur de cette pièce, car c'est désormais officiel, elle sera jouée ici même, à l'automne 2015, avant d'être jouée ensuite au Théâtre de la Colline à Paris. Michel Vinaver, quand il parle de son travail de récitant, de raconteur, d'historien, toute cette façon de mettre des morceaux de la réalité qu'ensuite les metteurs en scène subliment, dit « Pour moi, le théâtre, ce n'est certainement pas dire aux autres ce qu'ils doivent penser, c'est les laisser réfléchir en regardant ce qui se passe, en affrontant ce qui se passe, et de cette façon, dit-il, essayer d'y voir clair. » Alors ce soir, je vais vous proposer un chemin pour essayer d'y voir clair sur les questions qui nous sont proposées et qui mêlent à la fois la question de la démocratie, la question des médias et la question de ce mot participatif, participation. Mais avant cela, un autre clin d'œil au théâtre. Dans le livre d'un procureur antimafia, l'un des derniers, Roberto Scarpinato, ce livre traduit en français, Il ritorno del principe, le retour du prince, il y a un moment formidable. Il parle de ce qui est commun à ces juges qui affrontent l'opacité des pouvoirs, et l'opacité la plus lourde, la plus profonde est celle des pouvoirs qui lient la politique et l'argent, la politique et la corruption par l'argent, la corruption par la finance. Et ce qui lie ceux qui font ce travail-là pour la justice, pour découvrir des délits, et ceux qui le font aussi au nom du droit de savoir des citoyens, les journalistes. Ces faits qu'ils font surgir et qui souvent nous dérangent, nous déstabilisent. Dans l'affaire Bettencourt, ces enregistrements, ce qu'ils montraient,
ces masses d'argent, cette fraude fiscale à très grande échelle, ce yacht que le chargé d'affaires demandait à Madame Bettencourt de lui offrir. Vous vous souvenez? Vous me l'aviez dit, il parlait très fort car elle était un peu sourde. Ces 12 millions, vous savez, j'aime beaucoup le bateau, la voile, la navigation, et vous pourriez me payer ça sur votre compte en Suisse, et ainsi de suite. Tous ces montants, quand on voyait ça, quand on entendait ça, le mot qui nous venait, c'est obscène. Et Scarpinato, dans son livre, dit obscène. D'où ça vient, obscène? Eh bien, du théâtre, justement. Dans l'Antiquité, en latin, obscène, obscenum, ce qui est hors la scène, ce qui n'est pas devant, ce qui n'est pas sur la scène, ce qui n'est pas montré, ce qui est mis de côté. Eh bien, pour y voir clair, il faut aussi affronter ce qui est obscène. Il faut aussi faire surgir ce que l'on s'acharne à mettre hors la scène. Et c'est l'un des enjeux dont je vais vous parler. Si vous aimez le théâtre et ce réel qu'est sa virtualité, comme celui de la virtualité d'un journal numérique, c'est du réel, c'est du lien, c'est du partage. Le 19 octobre, au théâtre de la Ville, à Paris, au cœur de Paris, au théâtre sur la place du Châtelet, Roberto Scarpinato sera là avec ses gardes du corps pour nous parler dans une soirée que nous ferons Mediapart, La Croix, sur la corruption. 3 heures contre la corruption pour en finir avec cette obscénité. Je vais maintenant en venir à ce dont je dois vous parler ce soir, en respectant ce qui a été proposé comme intitulé. Et en le faisant en écho avec ce qu'a dit Philippe Corcuff, en essayant de donner ce qui est l'actualité du passé. Non pas un passé antiquaire, non pas un passé momifié, non pas un passé que nous regardons en nous lamentant, un petit peu comme cela a été fait lors de la commémoration de ce centenaire de 1914, ces discours mémoriels qui nous parlaient d'union nationale et qui peut-être mettaient de côté ce qui fut, nous le savons aujourd'hui, le véritable événement, le début de la catastrophe européenne, le début de la brutalisation de nos sociétés, le début de l'aveuglement dans l'essentialisation de l'autre, dans la façon de voir l'autre comme un barbare et finalement de verser tous dans des formes de barbarie. Un homme, vous le savez, avait prévenu. Il a été défait dans l'instant, mais nous savons tous que c'est lui qui avait raison. Jean Jaurès, évidemment. Et Jean Jaurès, et si nous avons son souvenir, et cela a été dit tout à l'heure, il nous faut toujours de l'exemplarité. Nous avons toujours besoin d'exemples pour nous lever, pour nous donner du courage. Eh bien, Jean Jaurès avait cette phrase dans son fameux discours à la jeunesse au lycée d'Albi. La République, c'est la confiance et l'audace. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de l'audace. Et il le revisitait en montrant l'événement stupéfiant que furent les premières inventions républicaines. L'audace qui crée la confiance. Et nous savons bien que dans les temps qui sont les nôtres, l'époque dont parlait Philippe, ce qui manque, c'est justement cette audace. Et c'est bien pour ça qu'il y a de la défiance. Et loin de cette audace, il y a au contraire cette crispation autoritaire qui ne fait que céder à l'adversaire, qui ne fait qu'épouser les tendances lourdes qui viennent de cette nécrose du débat public. Au lieu d'avoir cette audace de porter un imaginaire qui nous élève, qui nous rassemble, qui nous permette de répondre et de sortir du marécage. Alors il nous faut avoir cette audace qui crée de la confiance. Je vais essayer de l'illustrer en répondant simplement aux 3 mots. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Qu'en est-il des médias à notre époque, derrière ce mot? Et qu'est-ce que cette question de la participation ou du participatif, Mediapart, média participatif?
La démocratie d'abord. Car il faut bien se mettre d'accord là-dessus. On ne peut pas se contenter de brandir ce mot sans lui donner tout son sens, toute sa promesse inaccomplie. La démocratie, et c'est bien pourquoi le jour du 4 août 1789 reste la date essentielle de la Révolution française avec l'abolition des privilèges. La démocratie comme promesse, comme horizon, comme idéal, c'est tout simplement le régime de n'importe qui. Sans privilège de naissance, sans privilège de fortune, sans privilège d'origine, sans privilège de diplôme, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de participer, j'ai le droit de voter, j'ai le droit au scandale d'être candidat et j'ai même le droit d'être élu, sans privilège de naissance, de fortune, d'origine, de diplôme. C'est évidemment un scandale vivant qui aura toujours devant lui de nouvelles oligarchies naissantes, des oligarchies de la naissance, de la fortune, du savoir, des oligarchies peut-être pleines de bonne volonté, parce que j'ai du savoir, j'ai de la connaissance, donc je sais mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Mais d'autres aussi, j'ai des intérêts à défendre, j'ai de la fortune, j'ai des moyens, je saurai mieux que le peuple ce qui est bon, non pas pour lui, mais pour moi. Et donc, nous sommes dans ce défi permanent. Est-ce que la démocratie, c'est en effet cette vitalité du n'importe qui, ou est-ce que c'est en permanence la confiscation de cette volonté collective, de ce peuple souverain composé de ces millions de n'importe qui par ceux qui s'en prétendent dépositaires? Vous voyez bien qu'en disant que l'idéal démocratique, c'est cela, on inclut immédiatement dans la question démocratique, non pas une question abstraite, désincarnée, mais toutes les potentialités de la question sociale. Parce que si l'on dit que c'est le n'importe qui, que j'ai ce droit parce que hommes et femmes, nous naissons libres et égaux en droit, que j'ai ces droits d'emblée et que je dois les inventer, les créer en permanence. Cela veut donc dire que dans notre devise républicaine, le mot-clé, c'est celui du milieu, celui qui fait pivot, celui qui fait mouvement. La liberté, c'est aussi la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités. La fraternité, ça peut être la possibilité de choisir ses frères, donc d'en exclure d'autres. Qu'est-ce qui fait lien? Qu'est-ce qui fait dynamique? Qu'est-ce qui fait mouvement? Le mot d'égalité. Non pas d'égalité au sens où nous serions tous semblables, mais au sens où nous serions, en tant qu'êtres actifs, nous aurions tous les mêmes possibilités, les mêmes droits pour inventer ensemble de nouveaux droits, de nouveaux possibles. Dire que l'égalité est au cœur de cela, c'est lier entre la question démocratique et la question sociale, montrer que l'idéal démocratique, la culture démocratique, pas seulement les institutions, la façon dont nous allons vivre ça, faire vivre ça chacun d'entre nous, c'est l'idée du déplacement, du mouvement. C'est le refus de la fixité, de l'immobilité. Quels sont les ordres réactionnaires? Les ordres qui nous contestent ce mouvement et qualifient ces mouvements de désordre et sont prêts à les faire taire au prix d'injustices renouvelées. Ces ordres conservateurs sont ceux qui voudraient nous fixer, qui voudraient que nous ne bougions plus, qui voudraient que nous soyons les otages de notre naissance, de notre origine, de nos familles, de notre sexe, de nos choix hérités, et non pas de ce que nous inventons. La promesse démocratique, c'est celle d'individus libres qui peuvent s'inventer un chemin tous ensemble. S'inventer un chemin en échappant à cette fatalité de l'assignation à l'origine, à l'appartenance, à la dépendance. Ce n'est pas seulement la question de l'ascenseur social, comme l'on dit couramment. C'est une question qui se joue dans toutes les relations dans notre société. Car qu'est-ce que c'est que le discours conservateur
et peu importe son étiquette politique, car il y en a, y compris sous d'autres latitudes, qui se revendiquent apparemment d'idéaux qui seraient classés à gauche. C'est ceux qui disent que le réel est intangible, qui confondent la réalité et leur réel autoproclamé. Le réel intangible, c'est celui d'un ordre qui ne serait pas modifiable, qui ne vivrait pas avec l'humanité elle-même, alors que nous ne faisons que passer sur cette terre et que cette terre bouge et que son humanité bougera tout le temps et que nous vivons avec cette terre et que nous en sommes comptables, que nous en avons la charge et que nous en avons la charge en pensant à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui nous suivront et que dans ce mouvement s'invente réellement ce qu'est l'humanité. Et eux, ils voudraient le figer, le nécroser, l'immobiliser pour préserver quoi ? Leur pouvoir, leurs avantages, leur position acquise. Et donc c'est cela, la radicalité, au sens originel du mot, prendre un problème à la racine, la radicalité de l'idéal démocratique. Et c'est pour cela qu'il n'est pas derrière nous, qu'il est devant nous. Une fois que l'on a dit ça, l'on comprend la centralité de la question du savoir. Le savoir, comme vous le partagez ici dans une université populaire, mais il y a un autre savoir, le savoir immédiat sur le présent, ce que l'on nomme couramment l'information. Comment puis-je faire vivre ce n'importe qui de l'idéal démocratique si je ne sais pas ? Si je ne sais pas, dans les grandes largeurs, mais dans les détails, ce qui est d'intérêt public, ce que l'on fait en mon nom, les actes, les décisions qui sont prises en mon nom, au nom de ce peuple souverain auquel j'appartiens. C'est pour ça qu'il faut que vous écoutiez avec une oreille méfiante ceux qui, dans le débat public, à propos de cette question du droit à l'information, vous parlent du danger de la transparence. Ils emploient ce mot dont la résonance, évidemment, c'est la transparence totalitaire, alors que les pouvoirs totalitaires, vous le savez, c'est la transparence sur les individus et l'opacité totale sur ce qui est fait au nom du peuple sur les pouvoirs. Je ne l'aime pas, ce mot transparence, pour cette raison. Je lui préfère ce mot autrement actif de droit de savoir. Le droit de savoir, ce droit fondamental du n'importe qui de la démocratie. Pour être un citoyen actif, un citoyen impliqué, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. La révolution parlementaire britannique, avant la Révolution française, mène le combat avec un mot d'ordre, « Open the books », ouvrez les livres. Nous devons savoir ce que vous faites en notre nom. Et à ce combat, elle ajoute la nécessité que les délibérations aux communes se fassent en public, que les journalistes de l'époque, les publicistes de l'époque, et ce sera un combat de 60 ans, puissent assister à ce qui est délibéré au nom du peuple. Et au moment de 1789, dans ce moment où il y a une dynamique entre la révolution parlementaire britannique, la révolution française et la révolution libérale au sens politique du terme américaine, il y a cette phrase de Bailly, le premier maire de Paris, le premier président du tiers-État, d'une exceptionnelle modernité. La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. La publicité, pas au sens marchand que prendra ce mot, que ce soit public, que tout ce qui relève de la vie politique soit public. Le secret ne peut pas s'abattre sur ce qui est notre intérêt de citoyen, notre intérêt public. Et évidemment, cela continuera avec la radicalité de la Révolution américaine dans le premier amendement, le fait que l'on ne peut pas faire de loi contre la liberté de l'information, ce qui donnera bien plus tard, en 1967, le Freedom of Information Act, un droit d'accès fondamental des citoyens à l'information qui les concerne. Voilà mes deux premiers points. Ce n'importe qui de la démocratie et la nécessité de savoir pour pouvoir choisir, pour pouvoir décider, d'être informé. Et en ce sens, c'est en effet un suffrage permanent, université populaire permanente,
information permanente, lecture permanente, circulation des informations permanentes. Derrière cela, il y a la question fondamentale de comment bien savoir. Qu'est-ce que c'est que savoir? Qu'est-ce que c'est qu'être informé? Est-ce que c'est, dans notre univers d'aujourd'hui, de circulation horizontale, je vais y revenir, de l'information, le bruit, la rumeur, le préjugé, ce à quoi faisait allusion Philippe Corcuff tout à l'heure? C'est là que nous retrouvons une question centrale, la plus difficile, la plus sensible philosophiquement, la plus essentielle politiquement, la question de la vérité. Je le répéterai de façon inlassable. La philosophe à laquelle on doit une réflexion décisive sur le XXe siècle, ses catastrophes, c'est le livre « Les origines du totalitarisme », c'est aussi ensuite la banalité du mal sur le procès Eichmann, le crime de bureau. Les origines du totalitarisme, c'est la façon dont notre projection sur le monde par l'impérialisme a fait retour pour brutaliser notre propre continent et transformer un vieux fond d'antijudaïsme chrétien en antisémitisme moderne jusqu'aux crimes contre l'humanité, aux crimes contre nous-mêmes, contre une part de l'humanité. Cette pensée très audacieuse, je la nomme donc d'Hannah Arendt, continue dans un texte que je tiens pour un manifeste essentiel, le manifeste philosophique, politique essentiel de l'enjeu démocratique de l'information. C'est un texte qu'elle publie après avoir été calomniée, justement, quand elle a publié dans le New Yorker sa chronique du procès Eichmann, où elle montrait comment le jeune État d'Israël, aussi instrumentalisé dans la construction de son propre imaginaire, ce procès. Et elle fut calomniée, comme cela nous arrive, de self-eating Jew, de haine juive de soi. Elle fut calomniée au sein même des siens, parmi les siens, puisqu'elle appartenait à la communauté juive d'origine allemande aux États-Unis et qui avait été victime du génocide. Et c'est là qu'elle écrit, elle prend une ligne de crête, et il faut toujours prendre des lignes de crête. Il ne faut pas descendre dans le marécage, il ne faut pas se laisser entraîner. Et elle prend une ligne de crête pour écrire ce texte « Truth and Politics », « Vérité et politique », qu'elle publie dans le New Yorker. Et c'est là où elle dit quelque chose de lumineux, et qui, 40 ans après, est 1000 fois plus vrai à l'ère de nos réseaux sociaux. Elle dit: le cerveau humain produira toujours deux types de vérités. Les unes, elle les appelle d'un terme du philosophe leibniziste les vérités de raison, mais en fait ce sont tout simplement les vérités d'opinion, les vérités de raisonnement parfois, les vérités de conviction. Celles-là, dit-elle, ne seront jamais menacées. Il y en aura des pertinentes, des argumentées, des raisonnables, mais aussi des folles, des criminelles, des détestables. Des préjugés, des croyances, des convictions, des engagements qui s'exprimeront en vérité d'opinion. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit, si la liberté d'expression en démocratie, c'est simplement l'affrontement des vérités d'opinion, eh bien, nous risquons la guerre de tous contre tous. Mon opinion contre la tienne, ma conviction contre la tienne, mon engagement contre ton engagement, du coup, mon préjugé contre ton préjugé, du coup, ma croyance contre ta croyance, mon appartenance contre ton appartenance, ma religion contre ta religion, ma communauté contre ta communauté, mon identité contre ton identité, mon origine contre ton origine. Ouvrez les yeux, écoutez, regardez notre actualité. Elle dit, si nous laissons cela se faire, si nous laissons se faire uniquement cet affrontement des supposées vérités d'opinion, il n'y a plus de monde commun. Pour qu'il y ait un monde commun, et c'est l'exigence d'un écosystème démocratique, il faut qu'au cœur de ce débat d'opinion, il y ait ce qu'elle appelait, avec un petit v, un pluriel, des vérités de fait. Ces vérités fragiles, ces vérités factuelles concernant le passé et concernant le présent, lequel est encombré de passé, sans lesquelles
il n'y a pas de vrai débat d'opinion. Tout n'est pas relatif, tout n'est pas discutable. Il y a des vérités. Et il y a des vérités de fait que l'on veut étouffer, que l'on veut tuer, que l'on veut remettre en cause, que l'on veut tuer parfois. Et c'est là qu'elle a des phrases qui vous parleront, qui sont un peu parfois mon propre mantra pour survivre à certaines attaques. Les chances qu'a la vérité de fait de survivre à l'assaut des pouvoirs, politiques ou économiques, sont très minces. Elle est toujours en danger d'être mise hors du monde par des manœuvres, les communicants, non seulement pour un temps, mais virtuellement pour toujours. Les vérités de fait, insiste-t-elle, sont les vérités politiquement les plus importantes. Tant la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Et c'est alors qu'elle ajoute « L'histoire contemporaine est pleine d'exemples où les diseurs de vérité de fait ont passé pour plus dangereux et même plus hostiles que les opposants réels. » C'est ce que je dis aux jeunes de l'équipe de Mediapart pour qu'ils fassent front face à d'inutiles calomnies parfois. C'est essentiel et c'est l'enjeu qui vous concerne. Vous avez tous des raisons de détester les journalistes, de leur faire des reproches, de les trouver fainéants, aveuglés, stupides, ignorants. Et en même temps, vous en avez besoin, ou plutôt, vous avez besoin de vous en occuper pour qu'ils soient meilleurs. Parce qu'il faut qu'on les produise, ces vérités de fait. Il faut qu'on produise ces vérités de fait qui vont y compris vous déranger, nous déranger, nous obliger à penser contre nous-mêmes, nous obliger à nous mettre en mouvement, nous obliger à regarder l'obscénité dont je parlais tout à l'heure, ne pas l'étouffer sous le voile de nos convictions, ne pas dire à un journal indépendant « Ah, c'était très bien quand vous tapiez sur la droite, ah, mais là, maintenant que vous sortez des mauvaises nouvelles sur la gauche, vous faites le jeu de la droite. » Non, nous continuons à mettre ces vérités de fait qu'il faut regarder en face. Et qu'il faut regarder en face pour nous mettre en mouvement, pour avoir cette exigence. La vérité n'est pas un accablement, la vérité n'est pas une souffrance, la vérité est un aiguillon pour que nous soyons à la hauteur de cela. Comme je le disais tout à l'heure, la tragédie, nous devons regarder en face ce qui nous est arrivé. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Mettre en mouvement. Il y a le fait d'être des individus libres qui pensent par eux-mêmes, qui tout d'un coup, quand, après 3 mois de polémique, ils apprennent que oui, M. Cahuzac a bien un compte. Eh bien, au café, le matin, il dit « Ah ben, j'aurais pas cru, hein. Ah ben oui, alors t'avais raison. Ah ben du coup, il se passe quelque chose. Ah ben qu'est-ce que ça veut dire? Et alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben du coup, oui, on va faire le parquet financier. Ah ben oui, on va demander que l'on sache plus ce qu'il en est du rapport à l'argent de ceux qui ont des responsabilités. Et ainsi de suite. On va essayer d'affronter cette réalité. On va bouger, on va se mettre en mouvement. On ne va pas être fixé, immobile, enfermé dans ses préjugés, dans ses convictions, dans ses croyances. Et du coup, c'est une bonne nouvelle, c'est l'événement, pas au sens de l'actualité, cette actualité du flux, où aujourd'hui tue hier et sera tué par demain, sera effacée, celle de l'oubli, celle du vacarme, celle du bruit, mais celle de l'événement authentique qui nous oblige à nous arrêter, à réfléchir, à essayer de comprendre, à être spinoziste, ni rire, ni pleurer, comprendre. Et comprendre, ce n'est pas justifier, comprendre, ce n'est pas excuser, mais c'est comprendre, essayer d'y voir clair. Et vous comprenez bien que ce que je dis là, en faisant écho à des affaires, vaut y compris pour les temps de peur, pour les temps d'ombre. Dans ces moments-là, des médias qui ajoutent de l'émotion à la passion, ce sont des médias qui vous empêchent de réfléchir, qui vous entraînent dans la peur. Bien sûr que ces vidéos, ces actes sont sanguinaires, bien sûr que c'est terrible. Et en même temps, nous devons comprendre d'où ils viennent, ces actes. Nous devons comprendre pour y réagir de la façon la plus pertinente possible.
Nous ne pouvons pas employer ce mot barbare, car nous avons traversé ce centenaire de 1914, où des intellectuels français disaient l'allemand est le barbare. La civilisation française, c'est la civilisation, justement, alors que la culture allemande, c'est la barbarie. Et inversement, des intellectuels allemands très distingués ont dit la même chose de nous. Et c'est à ce moment-là que se fait le nœud dans un aveuglement. Ils ne connaissaient pas la suite du film, de l'humiliation, du ressentiment et du coup de la barbarisation de notre continent. C'est bien ce qui nous est arrivé pendant ces 30 ans-là. Donc il ne suffit pas de dire c'est barbare, on le sait tous. Il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui nous est arrivé depuis 1980 dans cette région? Comment nous en sommes à la 4e guerre dans cette région? Oui, la 4e, car la première, nous l'avons menée avec qui? Déjà avec un épouvantail qui était une révolution iranienne, dite islamique. Et du coup, nous nous sommes dit, c'est effroyable, et il faut tout de suite la combattre. Et nous avons armé qui? Nous, y compris la France, jusqu'aux armes chimiques dont les Kurdes se souviennent. Qui? Le dictateur Saddam Hussein. Et après, il a voulu se remercier parce qu'il pensait qu'il avait le feu vert et que quand même il avait beaucoup fait souffrir son peuple. Et du coup, il voulait un accès à la mer. Il a occupé le Koweït. Et là, c'est la seule fois, une vraie résolution de l'ONU, on a commencé à le punir. Mais pas suffisamment. Et du coup, comme vous le savez, les néoconservateurs américains ont réussi politique de la peur. Ayez peur et je m'occupe du reste. C'est barbare, les attentats, les 2 tours, c'est effroyable. Et du coup, quoi? Mensonge d'État, devenu mensonge médiatique. Al-Qaïda, c'est l'Arabie Saoudite. C'est le produit du wahhabisme, dissidence sectaire, issue de notre modernité depuis la fin du XVIIIe siècle, au cœur de l'islam, et qui a un poids lié tout simplement à la fortune acquise par le pétrole et autres ressources d'énergie fossile. Mais ça n'a aucun rapport avec l'Irak. Et du coup, mensonge géopolitique, aucun rapport avec une dictature issue du baasisme, du mouvement national arabe, du mouvement nationaliste arabe, laïciste, s'inspirant de nos idéologies modernes, et qui était d'une dictature féroce sur son peuple, mais qui n'avait rien à voir avec ces idéologies religieuses. Non seulement aucun rapport idéologique, aucun rapport géopolitique, mais en plus même un mensonge d'État qui va devenir mensonge médiatique, les fameuses armes de destruction massive. Et hop, tout un peuple suit ses dirigeants. Et la catastrophe a eu lieu. On a fait tout effondrer dans un pays qui est très particulier, qui est le pays arabe, le seul à majorité chiite, lesquels chiites sont traités comme des moins que rien dans la péninsule arabique, notamment en Arabie Saoudite. Et du coup, on a effondré un équilibre précaire. La dictature de Saddam Hussein reposait sur la minorité sunnite. Les chiites étaient beaucoup plus une masse populaire qu'il ne faut pas toujours identifier à sa religion. On peut être musulman et être plein d'autres choses. Cela vaut en France comme là-bas. On peut être chrétien, protestant, catholique, juif et être plein d'autres choses, et être athée et être plein d'autres choses. Vous savez quel était le plus grand parti communiste du monde arabe? Le parti communiste irakien. Vous savez quelle était sa base populaire? Elle était dans la communauté chiite en Irak. Et ce parti a été massacré par la dictature de Saddam Hussein dans les années 70. Et du coup, quand vous êtes massacré, réprimé, et que vos idéaux laïques, socialistes, communistes, de religion, de salut terrestre, pourrait-on dire, eh bien, il vous reste le soupir de la créature sans espoir, comme disait Marx. Ce qui est votre culture, votre appartenance, et parfois donc cette transcendance, ce petit espoir de la transcendance religieuse. Je fais de ce long détour pour dire, et tout cela, on l'a fait tomber, et tout cela a produit des monstres, en effet. Et a produit des monstres où derrière ce soi-disant État islamique qui est totalitaire et qui a à voir avec d'abord ce totalitarisme bien plus qu'avec la religion. La meilleure preuve, c'est que derrière il y a les cadres, les anciens cadres du parti Baas, les anciens cadres de l'armée de Saddam Hussein qui y sont là aussi. Et donc nous avons fait éclater quelque chose et fait plonger ce pays, nous, pas nous la France, mais les pays
dont nous sommes aujourd'hui alliés, notamment les États-Unis d'Amérique, et plonger ce pays dans une guerre de religion entre chiites et sunnites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, mais ça veut dire que se protéger, ce n'est pas simplement dire il y a des barbares et il faut les frapper. Il faut réfléchir politiquement, il faut réfléchir à des solutions, il faut comprendre que le monde est interdépendant et il faut comprendre que nous ne pouvons pas, à nous seuls, dans l'aveuglement, édicter la loi du monde. Je faisais ce détour, loin des affaires, pour vous rappeler des mots de quelqu'un auquel, ici même, on est attaché parce qu'il est mort ici même. Cet homme n'était pas du tout un révolté, n'était pas du tout un radical. C'était un académique, un savant, un historien, un bon bourgeois et un bon patriote. C'était évidemment Marc Bloch, le fondateur de l'école des Annales avec Lucien Febvre. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il assiste, les tragédies dont je parlais tout à l'heure, il assiste à l'effondrement de notre pays en 1940, lui le patriote. Il voit la majorité de nos élites politiques, économiques, intellectuelles, accompagner la déchéance dans la collaboration. Pas le peuple, en haut. Et c'est bien souvent en haut qu'est le problème chez nous. Il voit cette décomposition sous ses yeux, celle de son monde, celle de gens qu'il fréquentait, qu'il connaissait. Et du coup, vous savez ce qu'il va faire. Il va, à un âge déraisonnable, refuser toutes les propositions d'exil aux États-Unis, s'engager dans la résistance, et avec des gamins qui avaient 20 ans, lui, être un résistant de terrain et être arrêté, passé 55 ans, ici à Lyon, torturé par Klaus Barbie et exécuté début 1944. Oui, ce martyr, Marc Bloch. Or, Marc Bloch, à l'été 40, écrit un livre qui ne sera publié qu'après la guerre, qui s'appelle « L'étrange défaite ». Il essaye de comprendre comment est-ce possible, cet effondrement, ce vote qui installe l'État français, qui fait tomber la République, ce statut des Juifs, ces déchéances de la nationalité, tous ces thèmes, ces crispations identitaires, la France contre les métèques, contre les corps étrangers, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans la troisième partie, il dit « Je suis désolé, mais un patriote comme moi, je vais devoir assumer de critiquer mon pays. » Et voici ce qu'il dit dans cet examen de conscience d'un Français. « N'avions-nous pas, en tant que nation, trop pris l'habitude de nous contenter de connaissances incomplètes et d'idées insuffisamment lucides? Notre régime de gouvernement se fondait sur la participation des masses. » C'est le n'importe qui dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, Marc Bloch, lui, il n'est pas du côté des oligarques, en haut. Il est du côté du partage et de la transmission, parce que voilà ce qu'il écrit. « Or, ce peuple, auquel on remettait ainsi ses propres destinées, et qui n'était pas, je crois, incapable en lui-même de choisir les voies droites. Qu'avons-nous fait pour lui fournir ce minimum de renseignements nets et sûrs, sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible? Renseignements nets et sûrs, les vérités de fait de tout à l'heure. Rien en vérité. Telle fut certainement la grande faiblesse de notre système prétendument démocratique, tel le pire crime de nos prétendus démocrates. Oui, nous avons besoin, dans les temps d'ombre, dans les temps de peur, dans les temps d'inquiétude, c'est ces moments-là où nous avons plus que jamais besoin d'information, de raisonnement en raison, de raisonnement appuyé sur des faits et non pas de passion et non pas d'idéologie meurtrière. Alors, dans ce moment-là, dans cette alerte-là, je voudrais, en abordant la question des médias, vous dire pourquoi je pense que, loin que le pire soit sûr, au contraire, nous avons 1000 raisons d'espérer et elles vous appartiennent. Qu'est-ce que nous vivons avec ce qu'on appelle le numérique, avec ces objets nomades? Nous vivons un ébranlement qui va bien au-delà du mot crise, un ébranlement qui va bien au-delà de simplement Internet. Nous vivons ce qu'on appelle une révolution industrielle.
C'est le moteur de tout ce qui nous arrive. Une invention technologique, elle s'appelle le numérique ou le digital, et derrière cela, un ébranlement en profondeur des sociétés, de leurs usages, de leur partage, de leurs relations, de leur culture, mais aussi de leur circulation de l'une à l'autre, des ébranlements géopolitiques, de nouvelles nations qui s'imposent, des destructions de richesses, des créations de nouvelles richesses, des nations qui doutent et qui voient un monde qui se termine et une nouveauté qui n'est pas encore là, mais d'autres nations qui s'ébranlent en Tunisie. Et cela a donné le là à tout un monde, et cas un cas, avec des drames, avec des réussites, avec des fragilités, avec des contre-révolutions. Mais aussi, c'est Hong Kong, mais aussi, c'est ce qui s'est passé il y a un an en Turquie, à Istanbul, et on pourrait parler de ce qui s'est passé cet été au Brésil et ailleurs. Il y a quelque chose qui est objectif. Ce n'est pas, et c'est pour ça qu'il faut peut-être tuer le mot crise, car le mot crise est un mot que l'on nous envoie d'en haut pour nous soumettre, pour nous amener à nous résigner. Il faut avoir la conscience de ce qui nous arrive. Nous vivons la troisième révolution industrielle de notre modernité. La première, fin 18e, début 19e, moteur machine à vapeur. Vitrine, le chemin de fer. On se déplace de la campagne à la ville, on commence à faire l'armée de réserve industrielle. La question sociale va surgir. On bouge. Et le colporteur, eh bien, il n'y a plus besoin de l'attendre. On va soi-même aller demander de savoir. Et dans ce moment-là, en même temps qu'il y a cette révolution industrielle, eh bien, il y a les idéaux démocratiques. Il y a ces révolutions dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi le printemps des peuples de 1848. Il y a l'émergence de l'idéal démocratique. Et il faudra bien un siècle pour l'imposer chez nous. Deuxième révolution industrielle, fin 19e, début 20e, moteur, l'électricité, invention américaine. Et derrière, la rotative, la linotype, du coup la presse de masse. Comme à la précédente, il y avait le journal à la main, il y avait la circulation de l'information. La presse de masse, c'est dans le journal, l'espace public, et du coup la consolidation des idéaux démocratiques. Progrès, régrès, comme le disait Élisée Reclus. C'est à ce moment-là que, par exemple, il y a la plus belle invention républicaine chez nous. Les lois les plus formidables, loi sur l'école, loi sur la presse, loi sur les associations, loi sur la laïcité et bien d'autres. Le début des lois sociales, le début d'un agenda démocratique et social. Nous savons que ça a mal fini. C'est une alerte pour nous. Ce n'est pas une révolution industrielle, le progrès en soi qui va tracer notre avenir. C'est les usages sociaux. C'est ce que nous en ferons tous ensemble, démocratiquement. Et donc nous sommes dans un moment semblable. Le trouble qui nous saisit, c'est ce moment de transition. Une révolution industrielle qui ébranle en profondeur nos sociétés et l'ensemble des sociétés du monde, puisque le numérique, comme les précédentes révolutions industrielles, c'est l'accélération du temps, l'immédiateté et la réduction de l'espace. C'est l'interconnexion. J'ai dit machine à vapeur pour la première, donc le chemin de fer, électricité, donc l'automobile pour la seconde, pour la deuxième, et là, ben justement, Internet, les mails, les circulations nomades, évidentes, si simples, de l'information, des images, des sons. Nous sommes dans ce moment-là. Et ce moment-là appelle une invention démocratique. Il appelle une invention démocratique. Il appelle un imaginaire démocratique car il en est potentiellement porteur. La révolution numérique est, au-delà de cette troisième révolution industrielle, est de même ampleur par certains aspects que l'imprimerie. Elle bouleverse totalement les conditions de la production et de la circulation des savoirs. Aujourd'hui, une université populaire, vous pouvez la voir en direct partout. Vous pouvez aller voir les cours du Collège de France. Vous pouvez partager, vous pouvez vous faire corriger, vous pouvez vous faire compléter par d'autres. Vous pouvez mutualiser vos savoirs. Vous pouvez détrôner cette version autoritaire du mot « expert » et dire que non, l'expert, c'est aussi celui qui a l'expertise de son expérience, non pas l'expertise d'en haut, mais l'expérience du travailleur dans son entreprise, l'expérience du cadre qui connaît des choses que les dirigeants qui répondent aux actionnaires financiers ne veulent pas voir, l'expérience concrète.
et vous pouvez la faire partager. Et vous n'avez plus besoin de l'intermédiaire qu'est le journaliste pour la faire partager. Vous pouvez faire votre blog, vous pouvez faire votre site, vous pouvez échanger vous-même vos expériences, donc vos savoirs concrets, et apprendre des autres savoirs. Vous pouvez faire vivre cet idéal démocratique qui est celui de l'autodidaxie permanente. Car les oligarchies dont je parlais tout à l'heure, quand je disais oligarchie du savoir, ce n'était aucun mépris pour ceux qui ont des diplômes ici et qui sont des savants. C'était critique de ceux qui pensent que parce qu'ils ont eu un grand diplôme, ils n'ont plus besoin d'apprendre. Et que ce diplôme qui les a consacrés dans une élite politique, économique, dans une élite de la domination, suffit à leur donner la connaissance. Non, la connaissance, c'est d'avoir cette humilité, de se dire que c'est un apprentissage permanent. Encore une fois, que c'est une autodidaxie permanente. Et que c'est ça le miracle de la circulation et du partage des savoirs. Donc nous sommes dans ce moment où il y a une potentialité immense de libération des énergies. Et au fond, un champ de bataille face à ceux qui, face au bouillonnement qui s'inscrit là, qui est en archipel, qui est en réseau, qui est horizontal, je l'ai dit, et sans lequel on ne comprend rien au succès de Mediapart. Mediapart, certes, nous sommes fiers de notre travail, mais nous ne sommes pas meilleurs que bien d'autres journalistes qui sont ailleurs. Simplement, en nous donnant les moyens de nos obsessions, de l'indépendance, de la qualité, du choix de descendre de l'estrade, de faire un journal participatif, nous avons rencontré cette dynamique-là. Nous avons rencontré cette sorte de contre-démocratie qui s'invente, et qui s'invente en créant une autre dynamique de la démocratie. C'est ça le chemin que je voulais vous indiquer, qui est celui de chercher ensemble la création d'un nouvel espace public qui soit fondé réellement sur ce mot. Et ce sera mon dernier point, de participation. Je pourrais vous parler de comment nous l'avons fait dans le laboratoire Mediapart, mais il suffit d'aller y voir, de comprendre comment il y a un journal fait par des journalistes et un club qui est celui de tous les abonnés de Mediapart, qui est dans une culture de free speech, comme on dit dans la tradition anglo-saxonne, c'est-à-dire la modération est a posteriori, n'est pas a priori, et chacun a le droit de s'y exprimer, d'apporter son expérience, de dire des bêtises, quitte à se faire rectifier par les autres. Bref, d'apprendre tous ensemble. Et de critiquer le journal que l'on lit, de le prolonger, de le compléter, de ne pas penser qu'il est au-dessus de vous et qu'il vous dit ce que vous devez penser. Ce journal, il est d'abord là pour vous apporter des informations. Et ensuite, à vous de débattre de ce qu'elle propose. Derrière cela, il y a quelque chose d'essentiel. Et je redis que c'est devant nous. Car il faut que nous nous interrogions. Vous connaissez ce grand texte, le traité de la servitude volontaire de la Boétie, l'ami de Montaigne, lequel Montaigne inventait un chemin de raison et d'individualité en temps de guerre de religion, en temps d'assignation à l'identité, d'assignation au groupe. Et il parlait, ce fut ça l'événement des essais à la première personne, comme spécimen de l'humaine condition. Et lequel Montaigne a écrit les essais, a commencé à les écrire en souvenir de la Boétie et de son traité de la servitude volontaire. Ce texte de jeunesse qui interpellait une petite population, la majorité était analphabète, qui acceptait cette monarchie absolue, qui acceptait de dépendre d'un seul. Et il les interpellait, il disait « Mais comment est-ce possible ? Car il suffit que vous tiriez le fauteuil pour que tout tombe. C'est vous qui le tenez, le fauteuil, qui acceptez cette verticalité. » Et c'est très intéressant de savoir que quand ce texte a commencé à circuler, et notamment chez les protestants, dans le sursaut du désert protestant, on l'a surnommé le contre-un. 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 Avec une capitale A1, contre cette idée de nous ramener à un grand un, à un seul grand un. Ça peut être Dieu, ça peut être le roi, la nation, le parti, le grand un. Et de refuser cette dynamique
de la pluralité, la servitude volontaire. Nous devons nous interroger là-dessus, car nous sommes prisonniers de cela en France. Nous sommes prisonniers de notre césarisme, de notre bonapartisme, de notre présidentialisme. Nous l'acceptons tous en faisant la chronique des petits chevaux, la chronique du retour d'un tel avant que la justice ne le rattrape, la chronique de qui sera le candidat en 2017, au lieu de nous occuper de nos urgences sociales et démocratiques. C'est un imaginaire pauvre, c'est un imaginaire qui exacerbe, qui énerve notre peuple. Mon premier livre date d'il y a 30 ans, il s'intitulait « L'effet Le Pen ». C'était Père Le Pen. Ils avaient fait aux élections européennes 2,5 millions de voix. L'Union soviétique existait toujours. Il y avait 2 Allemagnes. L'Espagne et le Portugal n'étaient pas membres de l'Europe. L'Union européenne ne s'appelait pas ainsi, mais la CE, la Communauté économique européenne. Et la Grèce, en revanche, en était membre. Le mur de Berlin n'était pas tombé. L'Union soviétique, je l'ai dit, existait toujours. Ce n'est pas l'Europe qui nous importe. L'extrême droite, le populisme, réactionnaire, rétrograde, ce populisme qui trahit le peuple, qui veut mettre le peuple en guerre contre lui-même au nom de l'identité, de l'origine, de la religion, pour qu'en haut on ait la paix. C'est notre propre histoire, c'est notre propre renoncement démocratique. C'est le refus de réinventer cette vitalité démocratique et qui ne peut se réduire au choix d'un seul. Un intellectuel d'un petit pays, et les petits pays ont toujours à nous apprendre, surtout quand, dans un monde où il faut plutôt avoir des stratégies du faible au fort, on prétend continuer à vouloir se penser grand, au lieu d'apprendre de notre fragilité et de la fragilité du monde. Ce petit pays, c'est la Belgique. David Van Reybrouck, dans un essai titré « Contre les élections », le titre est trompeur, ça ne veut pas dire contre les élections en soi, a lancé un immense pavé dans la mare sur qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et pourquoi, alors que cette idée s'étend, en même temps nous en doutons, en même temps l'abstention se développe, en même temps nous perdons confiance dans nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche. Pourquoi ? Parce que nous avons un imaginaire en jachère. La démocratie, ce n'est pas simplement, et la formule de Philippe le rappelait tout à l'heure, choisir des représentants. Et c'est même peut-être la dépossession de la démocratie, cela. On choisit son maître pour 5 ans et après, on se tait. Et le maître peut choisir de faire le contraire de ses promesses sans revenir devant les électeurs, sans redemander la confiance d'aucune manière au propre peuple qu'il a élu. Sans délibération, il peut engager des guerres, il peut engager des choix économiques, sociaux, renoncer à des décisions qui étaient celles qu'il promettait de faire le jour de son élection. Non, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et donc la démocratie, c'est une délibération permanente, c'est une participation permanente. Et ce sont l'ensemble de ces pouvoirs et contre-pouvoirs qui permettent cette délibération permanente qu'il faut réinventer, y compris en ayant des audaces qui nous sortiraient de l'affrontement mortifère parfois. David Van Reybrouck le pose. Comment, pour condamner un homme, une femme, pour un crime, on accepte le jury qui est tiré au sort ? Et pourtant, c'est le sort de quelqu'un. Il y a encore quelques décennies, c'était parfois la mort en assises. Et le tirage au sort ne marcherait pas pour la délibération sur ce qui est bon pour nous ? Rappelez-vous l'imaginaire athénien. À Athènes, on tirait au sort ceux qui devaient gouverner la cité. On se disait bien, il y aura peut-être quelques imbéciles, d'ignards, de stupides dans le lot, mais l'équilibre de la dynamique rendra tout le monde plus intelligent. En tout cas, plus intelligent qu'un seul qui pense que face à la complexité du monde, il peut avoir les réponses tout seul. J'ai décidé, moi, président, j'ai décidé. Eh bien non, ce n'est plus possible. Et donc, David Van Reybrouck posait cette question. À Athènes, en effet, dans un univers autrement moins complexe que le nôtre, sans doute, et où beaucoup, comme vous le savez, étaient exclus de la cité commune, les esclaves, mais on tirait au sort les gouvernants de la cité. En revanche, on votait sur ceux qui tiennent les administrations, sur ceux qui sont chargés de faire de la guerre, sur ceux qui sont chargés de diriger l'administration du budget. Ceux-là, ils devaient passer un examen.
Ceux-là, ils devaient montrer leurs compétences et leur indépendance pour être choisis. Donc je dis cela parce que derrière ce mot qui est derrière des médias participatifs, derrière les réseaux sociaux, derrière, au fond, l'imaginaire du lien qu'il y a au cœur du numérique, le lien hypertexte, la relation, il y a potentiellement l'indication d'un chemin qui est l'invention d'un imaginaire démocratique qui soit à la hauteur de la complexité du monde, de son interdépendance, de sa complexité. Et un imaginaire démocratique qui permette de nous élever face à cette impasse que vous entendez dans le débat public. Il n'y a pas d'alternative. Comment peut-on dire cela dans notre monde? N'est-ce pas nous priver de la délibération de notre pluralisme, de nos inventions concrètes, de nos expériences concrètes? Il y a toujours des alternatives et il faut qu'on puisse en délibérer. On ne peut pas nous mettre toujours un revolver sur la tempe entre la dette ou la guerre qu'il faudrait faire, la dette qu'il faudrait rembourser, nous dire il n'y a pas d'alternative, marche ou crève. Nous sommes complices de ça. Les médias dominants sont complices de ça. Et si nous ne nous soulevons pas contre cela, dans la diversité de nos sensibilités et de nos appartenances, eh bien, en effet, la catastrophe est possible. Cela dépend de nous. Derrière cela, quand je dis « cela dépend de nous », et ce sera mon mot de conclusion, il s'agit d'avoir l'imaginaire d'une société qui invente un bien commun, un avenir commun, mais en se pensant comme une société d'individus, en refusant l'assignation au groupe, à l'appartenance, en bloc. Écoutez avec une oreille méfiante, comme on parle, je le disais, sur la transparence, ceux qui disent quand même, en haut, les dirigeants, il y a trop d'individualisme dans cette société. Ceux qui disent cela, et nous en avons eu quelques exemples pendant 5 ans, sous la présidence précédente de façon caricaturale, sont les premiers à se penser libres de tout lien. Sont de tout lien dans la confusion entre privé et public, dans le rapport à l'argent, dans la transgression des normes et de la loi commune. Au fond, la critique de l'individualisme, c'est une façon de renvoyer les individus que nous sommes, c'est-à-dire le peuple en profondeur, à la massification dans le groupe qui lui déniera sa liberté d'invention, sa liberté où il fait chemin avec d'autres. Donc, c'est ce droit que nous devons défendre et que nous devons défendre pour tous. Ce n'était pas le propos de ma conférence, Philippe y a fait allusion. Si vous prenez la peine de lire ce petit livre pour les musulmans, vous verrez qu'il ne dit rien de qu'est-ce que c'est qu'être musulman ou de l'islam en général. C'est un livre qui pourrait s'intituler « Pour la France » ou « Pour les minorités », quelles qu'elles soient. Et c'est un livre pour nous dire que la démocratie, ce n'est pas la loi du nombre. Ce n'est pas la loi de la majorité qui imposerait sa norme à tous les autres. La démocratie, et c'était encore Hannah Arendt qui nous le rappelait, c'est le souci des minorités, de sa diversité, de sa pluralité. Et vous voyez bien que comment la machine infernale, et ce n'est pas plus mal que les masques tombent, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour rompre le silence et l'indifférence. Vous voyez bien que la machine infernale, sous couvert d'un laïcisme qui, on pourra en débattre, est pour moi une trahison de la laïcité originelle, est à la laïcité de 1905 ce que l'intégrisme est aux religions. Ce laïcisme qui dit « mais non, je ne critique pas l'islam, je défends la République contre une religion qui l'assaille, les droits des femmes, les signes distinctifs dans la rue, etc. » Ce cheval de Troie, c'est le cheval de Troie qui rend bienséant depuis 30 ans la désignation d'une partie de notre peuple et qui est au cœur de notre peuple travailleur, de bouc émissaire. Chaque époque a son bouc émissaire principal. Mais ce qui m'intéresse, ce que je voulais vous dire, car l'actualité nous le montre, c'est qu'à partir du moment où on laisse cela se banaliser et s'installer, cette mécanique infernale du bouc émissaire, du renvoi à l'identité, de la guerre des mondes dont je parlais tout à l'heure, c'est une machine infernale qui fonctionne comme des poupées gigognes. Derrière l'islamophobe, il y a l'antisémite. Derrière l'antisémite, il y a l'homophobe. Derrière l'homophobe, il y a le négrophobe. Derrière le négrophobe, il y a le romanophobe. Écoutez bien,
ces gens qui ont pignon sur rue et qui n'apportent aucune vérité de fait, et qui, après s'être imposés médiatiquement par un discours qui était accepté par notre indifférence de stigmatisation de nos compatriotes d'origine, de culture et de croyances musulmanes. Certains ont été nommés par Philippe Corcuff tout à l'heure. Que nous déverse-t-il? Leur sexisme, leur homophobie, leur détestation des Roms, leur détestation de toutes les minorités et leur revendication d'une norme majoritaire qu'ils rejoignent avec la précipitation du parvenu qui a oublié le paria qu'il fut, pour reprendre encore des catégories d'Hannah Arendt, et qui, du coup, veut verrouiller cette cité pour qu'il n'y ait plus que celui, le dernier, qui l'a rejointe et qu'elle soit verrouillée à d'autres. C'est une machine infernale. Et cette machine infernale, dire cela, ce n'est pas résoudre tous nos autres problèmes. Il faut la briser, justement pour qu'un autre agenda s'impose, un agenda démocratique, un agenda social. Il m'importe plus, moi qui suis areligieux profondément, il m'importe plus ce que nous faisons ensemble, plutôt que ce que nous croyons séparément, dans la diversité de nos appartenances. Derrière cette assignation au groupe, à l'origine, à l'identité, c'est le peuple que l'on veut faire disparaître. C'est le peuple que l'on veut oublier et que l'on veut ramener à ces questions. Je dis souvent que l'on a, depuis 30 ans, essayé d'ethniciser la question sociale dans nos quartiers populaires, d'islamiser même la question sociale, au lieu de la faire vivre telle qu'elle est, dans cette égalité du n'importe qui. Voilà ce que j'ai voulu vous proposer. Je pense que dans les temps qui sont les nôtres, nous avons besoin de ces vérités de fait, de leur production, de ce pluralisme, de cette indépendance, de cette vitalité d'un espace démocratique que nous inventons ensemble en relation. Et derrière cela, et c'est pour ça que je dis que le virtuel, c'est du réel, nous avons besoin de cet humanisme concret qui a non empathie. Les idéologues, les idéologies sont dans des abstractions meurtrières. Elles ne connaissent pas l'homme, la femme, l'individu concret. Elles l'oublient, elles ne veulent plus le voir. Elles disent des mots, et derrière ces mots, elles essentialisent en bloc. Nous devons retrouver entre nous le chemin de cette empathie concrète. Et ce qui rejoint le travail du journalisme, des faits, aller y voir, rendre compte, être au plus près de l'homme. Pour les musulmans, je termine par un journaliste, justement, Richard Kapuscinski, qui fut un grand reporter, qui était polonais et qui a laissé comme testament un livre qui s'intitulait « Cet autre », l'autre avec un grand A, comme la question essentielle pour nous tous aujourd'hui. Nous sommes tous requis dans ce moment-là. Nous sommes responsables de notre liberté. Si vous êtes venus si nombreux, c'est parce que l'aventure de Mediapart, de certaine manière, j'en suis son porte-voix, vous paraît exemplaire. Elle vous a redonné à certains d'entre vous de l'envie, du courage, de l'envie de débattre, au fond de l'enthousiasme. Et cet exemple collectif, nous ne sommes pas plus courageux que vous, nous sommes comme vous. Eh bien cet exemple, c'est cela qu'il faut que nous rendions tous, que nous partagions tous. J'ai dit nous sommes tous requis et je voudrais vous lire ceci. Ceci qui vient de mon pays d'enfance, la Martinique, et d'un homme qui s'appelle Aimé Césaire, un grand poète. C'est un texte de Tropique, la revue qu'il avait fondée à Fort-de-France en avril 1941. C'est un clin d'œil à Marc Bloch, mais aussi on pourrait dire à Frantz Fanon, l'auteur des Damnés de la Terre, qui lira ce texte et qui ira rejoindre la France libre, mais qui après, parce que nous ne serons pas au rendez-vous de notre promesse, rejoindra la cause de l'indépendance algérienne. Où que nous regardons, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut de l'homme dépend de nous aussi, que la terre a besoin de n'importe lesquels d'entre ses fils, les plus humbles. L'ombre gagne. Ah, tout l'espoir n'est pas de trop pour regarder le siècle en face. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. Oui, disons non tous ensemble à l'ombre. Et femmes, hommes de bonne volonté, inventons une nouvelle lumière.
Merci.